Smart Philo, pour rester dans les sujets tech, vous avez entendu parler de ChatGPT, de GPT-4. Ça suscite une vive polémique parce que les journaux, les experts s'en sont emparés sur, eh bien, c'est la fin de l'emploi, il va détruire certains emplois, et pas l'école bleue, mais l'école blanc. Et on en parle justement, alors c'est intéressant d'en parler avec un philosophe, Xavier Pavie, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination, et je crois l'auteur d'un papier dans les Échos sur ce que peut représenter, ou pas d'ailleurs, ChatGPT ou GPT-4. Globalement, on nous dit qu'il va pouvoir faire le boulot des avocats, le boulot des comptables, le boulot des juristes, et que tous ces métiers-là, ces pans de métiers vont disparaître. Concrètement, c'est le bien, c'est le mal. Philosophiquement, ça représente quoi pour vous, ChatGPT-4 ? Alors Arnaud, je me suis interrogé avec ChatGPT, GPT-4, en posant la question, qu'est-ce que le bien ? Donc vous avez ouvert l'application, pour le dire concrètement. J'ai ouvert l'application, j'ai regardé, et je vous lis rapidement, j'ai raccourci un tout petit peu, mais l'idée est exactement celle-ci. Le concept de bien est un concept philosophique, complexe et subjectif qui peut varier en fonction des cultures, des religions, des époques, des individus, des contextes. Et ensuite, je vais avoir 16 notions différentes qui vont être notées, virgule, etc. La définition peut varier selon les croyances, les valeurs de chaque individu. Autrement dit, il va être extrêmement exhaustif pour essayer de tout prendre en compte. Tout embrasser. Tout embrasser. Il y a liberté, sagesse, beauté, harmonie, égalité, fraternité, solidarité, altruisme, compassion, responsabilité, paix et quelques autres que je ne cite pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est qu'il offre un panorama complet, c'est très exhaustif, mais finalement c'est utile ou pas ? Mais en fait, le truc, c'est qu'il va ressortir une exhaustivité, il va prendre tout ce qui existe dans la philosophie, dans l'histoire de la philosophie, il va accumuler, mais ne va pas avoir d'avis, ne va pas avoir d'opinion, ne va pas avoir de conviction. C'est-à-dire qu'avec 16 termes différents pour expliquer le bien et pour terminer en disant que c'est subjectif et que ça va dépendre des valeurs, il nous a rien dit. Il nous a rien dit du tout. Mais c'est un chatbot amélioré en fait, globalement. C'est un chatbot amélioré, c'est globalement une réponse utilitariste qui va nous faire, c'est-à-dire qu'est-ce qui va correspondre au plus grand bien possible, mais ce plus grand bien possible n'est pas forcément une bonne réponse. Ce que l'on doit souvent souligner avec ce type d'outil, c'est que c'est l'utilisateur le plus important, c'est pas l'outil. Et donc l'outil ne nous remplace pas. L'outil peut éventuellement être un super dictionnaire si vous voulez, mais pas de conviction. Ce qu'on va demander à un avocat, vous l'avez dit, ce qu'on va demander à un romancier également, qui va avoir des convictions de l'engagement. Il n'y a rien dans GPT-4. Il y a uniquement une somme de données, une accumulation de données, sans aucune conviction ni engagement. Xavier, comment finalement on peut qualifier la réponse qu'il nous donne ? Parce que beaucoup qui nous regardent ont ouvert l'appli, se sont amusés, entre guillemets, à l'exercer, ce ChatGPT. Comment on peut qualifier cette réponse qui est donnée ? Alors, c'est une réponse de dictionnaire, c'est-à-dire que c'est une réponse de données, de data en tant que telle. Et on a une somme de data qui est ici. Maintenant, pour expliquer un peu plus en détail, je vais vous donner 2 définitions qui sont données par des philosophes. J'en prends 2, ils ont tous travaillé sur le bien, tous les philosophes travaillent sur le bien à un moment donné de leur vie. 2, rapidement. Le premier, Spinoza, je le cite, « Le bien, c'est tout genre de joie, tout ce qui remplit l'attente. » 6-7 mots. Deuxième exemple, John Locke, « Tout ce qui produit en nous du plaisir. » Autrement dit, GPT-4 n'est incapable à la fois de sortir une telle réponse et à la fois de la comprendre. Autrement dit, quand je vous dis tout ce qui produit en nous du plaisir ou tout genre de joie, tout ce qui remplit l'attente, ça va interroger Arnaud, ça va interroger Xavier, ça va nous interroger sur qu'est-ce que l'on va entendre par cela. Mais ce n'est pas une direction oui ou non, 1 ou 0, noir ou blanc. Alors c'est une question évidemment difficile et qui est posée d'ailleurs par tous ceux qui écrivent des articles depuis quelques semaines maintenant sur cet outil. À quoi peut donc nous servir GPT-4 finalement ? À travers la fenêtre du philosophe que vous êtes, parce que vous nous rassurez en quelque sorte. Vous dites on ne pourra jamais remplacer espèce d'invisibilité de l'intelligence humaine, quoi. En fait, s'il faut simplement, pardonnez-moi, mais recracher un savoir, on sait que les machines sont bien plus performantes que nous. Au moins, depuis Turing, on sait très bien que c'est plus performant. Donc, évidemment que ça, c'est meilleur que nous. À quoi ça va nous servir ? Il y a 2 choses. La première, c'est montrer à quel point nous sommes dans une paresse intellectuelle, y compris lorsqu'on apprend du par cœur. Autrement dit, apprendre du par cœur, ressortir, recracher, les machines savent le faire mieux que nous. Donc, ça nous apprend à savoir à quel endroit, en creux, est notre valeur ajoutée. Et elle n'est pas dans l'accumulation de savoir. En effet, si nous avons un endroit où il y a un grand nombre de savoirs, prenons-le. Mais par contre, qu'est-ce que l'on va faire du savoir ? Autrement dit, quelle est la valeur ajoutée de l'homme ? C'est ça la question. Elle est dans la créativité, elle est dans la philosophie, elle est dans l'imagination.
On est en train de nous affoler avec des sujets qui s'appelaient Google, puis Siri, Google, GPT-4. Tout ça est dans la même filiation. C'est l'idée qu'on a des outils d'accompagnement à quoi? À nos prises de décision. Mais nous déciderons toujours, parce que ça, c'est une question qui est posée aux philosophes. Qui décidera au final? Mais surtout, c'est un outil qui va nous aider effectivement comme les précédents, mais qui va nous aider pour qu'on puisse penser mieux. L'idée est de réussir à bien penser, penser par nous-mêmes. La difficulté, Arnaud, est que si nous nous formons à ces outils, si nous regardons uniquement les outils sans avoir notre capacité d'imagination, de créativité, de philosophie à partir de ces objets, alors en effet, nous ne serons nous-mêmes qu'esclaves de ces objets. La question, c'est de ne pas être en esclave de ces objets, mais être au contraire, réussir à proposer une véritable pensée unique et originale. Vous l'avez vu, certains commencent déjà à souhaiter une réglementation de l'outil, que l'Union européenne, que les États commencent à s'emparer d'une réglementation de son utilisation parce que ça peut toucher des secteurs, on évoquait les avocats, lorsque c'est du droit pur, ChatGPT répond bien à la question, mais ne pourra pas faire une plaidoirie au pénal. Vous avez raison. Néanmoins, gardons en tête toujours que l'innovation vient toujours avant la loi. L'innovation vient avant la loi, ce qui signifie qu'on essaie de réguler quelque chose qui existe déjà. Il y a un proverbe anglais qui dit que quand le génie est sorti de la bouteille, on ne peut pas le remettre à l'intérieur. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du génie ? C'est ça, le génie, qui peut être considéré hier comme le mal. Le génie peut être... C'est en grec, c'est le dénon, c'est à la fois le bien et à la fois le mal. La question, c'est comment on utilise les choses. Merci Xavier Pavie d'être venu nous rendre visite. Vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC et à la tête du Centre Imagination. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. On va continuer, nous, à parler de GPT-4, d'ailleurs sous l'angle des RH aussi, parce qu'il impacte aussi les RH. On fait une courte pause, c'est le cercle RH, on parle de la parentalité, vie pro, vie perso, la manière dont les entreprises se sont emparées de ce sujet pour permettre finalement un meilleur engagement, une marque employeur, et on va en parler, une meilleure performance des collaborateurs. On en parle, c'est la parentalité, et c'est le thème de Smart Job, le débat.